1790, c'est les partisans de Louis XVI, les conseillers de Louis XVI et Louis XVI. Faites attention, vous êtes là pour accompagner la Révolution. Vous n'êtes pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes là pour servir votre peuple. Vous n'êtes pas là pour contrecarrer ses visées. Vous avez une chance qui est celle d'accompagner la Révolution. Et vous vous souvenez qu'au début de la Révolution française, Louis XVI hésite en fait entre l'accompagner ou la contrer. Et finalement, il y a la fuite à Varennes, c'est la suite de l'histoire. Vous voyez cette dimension de propagande, et vous voyez en quoi, dès l'écriture, dès le moment où Chénier écrit sa pièce, et Chénier est un révolutionnaire, dès le moment où il écrit sa pièce, il met dans sa pièce une explication, un commentaire en quelque sorte de l'application à l'histoire contemporaine de l'exemple pris dans le passé. Les applications, elles étaient parfois involontaires, c'est-à-dire que parfois l'auteur écrivait une pièce de manière assez naïve, une pièce comique qui visait uniquement à divertir et pas du tout à faire de la propagande dans un sens ou dans un autre. Mais comme le public était très indiscipliné, eh bien le public, parfois, traduisait à haute voix ce qu'il voyait en termes d'actualité contemporaine, en faisant dire à la pièce ce qu'elle ne disait pas, mais qu'elle pouvait dire si on le lui faisait dire. Et donc la censure avait pour mission d'essayer de sentir les applications possibles le jour de la représentation. C'est pas facile, ça supposait de prêter des intentions au public. Si bien que, par exemple, il y a eu en plein procès de Louis XVI, quelques jours avant son exécution, pendant qu'il était jugé par l'Assemblée des députés, comme vous le savez, 3 auteurs de vaudeville qui ont été inquiétés parce qu'ils avaient écrit un petit vaudeville assez divertissant sur le motif biblique de Suzanne et les vieillards. Vous vous souvenez cet épisode de la Bible où Suzanne est convoitée, elle prend son bain, elle est toute seule dans la forêt, elle prend son bain et elle est convoitée par 2 vieillards libidineux qui essayent de la violer et à qui elle résiste. Et puis ensuite, ils l'accusent. Et comme ce sont les juges de la petite ville où ça se passe, ils sont à la fois... évidemment, ça ne respecte pas du tout l'indépendance de la justice, puisque c'est eux qui l'accusent et eux qui la jugent en même temps. Et finalement, dans l'épisode biblique, Suzanne est blanchie pour vice de forme, qui est qu'on ne peut pas, évidemment... Parce qu'il l'accuse de l'avoir... de quoi l'accuse-t-il? Il l'accuse de les avoir provoqués. Alors, la chaste Suzanne, petit vaudeville, raconte cette histoire, et comme il y a une phrase qui est dite par un petit jeune homme qui intervient en plein procès et qui accuse les juges en leur disant « Vous avez été ses accusateurs, vous ne sauriez être ses juges », eh bien, la salle s'enflamme, et comme on est en plein procès de Louis XVI, où les accusateurs sont aussi les juges, puisque ce sont les députés qui ont mis Louis XVI en accusation et qui le jugent, et là on prend ça pour une attaque contre le jugement de Louis XVI. Et il manque d'être décapité. Les 3 auteurs de vaudeville, bon, ils s'en sortent finalement au bout du compte. Là, vous avez, parce qu'eux, ils n'avaient pas du tout voulu faire une application, mais c'est le public qui fait l'application. Alors, que retenir de ça pour Lorenzaccio? Retenez que les romantiques, en général, c'est pas tellement le système des applications à l'actualité directe qui les intéresse. Ce qui les intéresse plutôt, ce sont des questions de philosophie de l'histoire. C'est-à-dire de réflexion un peu plus générale que simplement tel ou tel événement particulier. Quelles sont ces questions de philosophie de l'histoire qui sont traitées par Musset dans Lorenzaccio? La première question de philosophie de l'histoire, c'est celle de la légitimité du pouvoir. Premièrement, la question de la légitimité du pouvoir dynastique. Et vous voyez que dans Lorenzaccio, souvent, se pose la question de savoir d'où Alexandre de Médicis tient sa légitimité. Lui qui est bâtard. Vous avez remarqué qu'assez souvent revient cette injure faite à Alexandre de Médicis d'être bâtard. En fait, ce que vise Musset, c'est pas du tout la bâtardise au sens moral, si vous voulez. C'est symbolique de la question de la légitimité. À une époque où
la question de la légitimité se pose tellement qu'il y a même un parti politique qui s'appelle les légitimistes, c'est-à-dire ceux qui sont pour une monarchie Bourbon, descendant directement de Louis XIV, et qui considèrent comme illégitime le pouvoir de Louis-Philippe, qui lui descend de la branche Orléans. Sachez aussi que le père de Louis-Philippe, Philippe Égalité, cousin de Louis XVI, avait voté la mort de Louis XVI. Donc cette question de la légitimité, elle se pose aussi à cette époque-là, parce qu'on a un changement de dynastie qui n'en est pas complètement un, parce que c'est pas comme du temps où on est passé aux Valois, par exemple, là on avait complètement changé de dynastie, là c'est quand même entre cousins, si vous voulez, le passage des Bourbons aux Orléans. Derrière cette question-là se pose la question, pas seulement dynastique, la question aussi du fondement philosophique de la légitimité du pouvoir, de la légitimité du souverain. Et dans Lorenzaccio, on voit bien que se pose la question de savoir si ce fondement tient à une volonté divine. Manifestement, Musset n'y croit pas du tout, puisque la légitimité qu'Alexandre de Médicis tient du pape, on peut la remettre en cause, hein, vu la naissance d'Alexandre de Médicis. Elle est purement circonstancielle, elle est représentée comme purement politique, mais comme n'ayant aucune valeur spirituelle, véritablement. Hein. Donc on voit bien que Musset critique la notion de légitimité de droit divin, par exemple, qui était celle que défendaient les légitimistes, ceux de l'Ancien Régime ou ceux de la Restauration. Ils pensaient que c'était de droit divin que le souverain régnait. Deuxième question du fondement de la légitimité dans Lorenzaccio, c'est l'idée que le pouvoir en place a été installé par l'étranger, puisque dans Lorenzaccio, Alexandre de Médicis calcule avec l'occupant, et comme par hasard, l'occupant autrichien ou allemand, il fait beaucoup penser à l'époque à l'alliance des pays aux alliés, c'est-à-dire à la Russie, à la Prusse, à l'Angleterre, à l'Autriche, qui avaient rétabli sur le trône Louis XVIII en 1815, après la chute de l'Empire, après Waterloo. Donc il y a aussi pour les contemporains de Musset l'idée que derrière les Allemands de Charles Quint se profile l'Europe dynastique et anti-révolutionnaire de l'époque. C'est une autre allusion, mais vous voyez, c'est pas exactement le système des applications, parce que c'est pas une allusion à un événement précis de l'actualité de 1834. C'est plutôt la référence à tout un univers historique de l'époque. Troisième allusion, toujours dans cette question de la légitimité du pouvoir que l'on trouve dans Lorenzaccio, ce sont les nombreux manquements à la loi de la séparation des pouvoirs. Hein, vous connaissez bien la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et ces manquements à la séparation des pouvoirs, ils avaient été assez nombreux sous la Restauration. Et on en a quelques souvenirs dans Lorenzaccio, au moment où le duc indique que s'il veut châtier un de ses sujets, il le fait sans avoir besoin d'en rendre compte à personne, et que la loi, elle s'assied dessus. Ça, c'est cette allusion. Deuxième grande question politique qui est traitée dans Lorenzaccio, c'est la question du libéralisme. Du libéralisme, pas au sens économique, tellement auquel on entend le mot nous aujourd'hui, mais au sens plutôt politique, c'est-à-dire Musset est libéral, il est pour la liberté d'expression, il est pour la liberté de conscience. Et on en a plusieurs échos. Alors, premier écho du libéralisme de Musset dans la pièce, c'est son anticléricalisme. Rappelons qu'on est dans cette période d'abolition de la censure qui a donné lieu au théâtre, alors sur les scènes cette fois-ci, à l'époque où Musset écrit Lorenzaccio, et cela est très en phase avec la scène de son époque, à de très nombreuses pièces anticléricales,
où on représente les curés ou les moines en moines paillards, comme des êtres intéressés par l'argent, ou comme cherchant à avoir une cure uniquement pour avoir un petit confort. Remarquez que dans Le Rouge et le Noir, à la même époque, puisque c'est en 1830, Le Rouge et le Noir, il y a le chapitre où Julien Sorel est au séminaire, et où il décrit, et où Stendhal décrit les camarades de Julien Sorel au séminaire comme des êtres pas tellement poussés par la vocation religieuse, mais plutôt par l'envie d'avoir un métier stable, où on est nourri, ils ne sont pas très studieux à apprendre la théologie, hein, les séminaristes camarades de Julien Sorel. Alors d'où vient-il cet anticléricalisme à l'époque? Eh bien, il vient du fait que sous la Restauration, donc entre 1815 et 1830, il y a eu une collusion du trône et de l'autel, c'est-à-dire par métonymie du pouvoir royal et du pouvoir religieux, énorme et tout à fait scandaleuse, puisque on en était arrivé à passer des lois telles que la nomination d'un évêque à la tête de chaque université, ce qui évidemment influait énormément sur les programmes. Imaginez les programmes de sciences naturelles ou de philosophie, même de sciences tout court. Donc c'était en fait le dogme catholique qui s'imposait à l'université. Vous voyez, 20 ans après la Révolution française, là encore, on marchait un peu la tête à l'envers. Et puis une autre loi qui paraissait d'un autre âge, qui était la loi qui punissait de mort la profanation d'une hostie ou de tout autre objet consacré. Peine de mort, même extraordinaire. Donc l'Église catholique est honnie par les libéraux dans cette période. Deuxième trait du libéralisme de Musset, c'est la question du républicanisme. La question de savoir si la République est le meilleur régime ou pas. Alors à cette époque-là, on est en plein marasme sur cette question-là. La République ne sera rétablie qu'en 1848, et dans les années 1830, on a encore le souvenir de la République, alors pas la République des républicains italiens du XVIe siècle, mais la République française. Le souvenir qu'on en a, c'est quand même encore celui de la terreur. Et donc, on se demande si c'est possible d'avoir une République sans terreur. Et du reste, en 1848, quand la République sera rétablie, au printemps 48, il y a un mouvement un peu de balancier en sens inverse, et on agite à cette époque-là le spectre rouge, c'est-à-dire la peur du communisme. Le communisme, il a commencé déjà sous la Révolution française. Gracchus Babeuf, c'est un des premiers théoriciens du communisme. Bon, après, il y en aura d'autres, avec Marx puis Lénine. Mais se pose dans les années 1830 la question de savoir si on peut avoir une république qui ne mène pas à la dictature. Est-ce qu'on peut avoir une république sans dictature? Est-ce qu'on peut avoir une république sans spectre rouge? Se pose aussi dans Lorenzaccio la question du suffrage universel, avec la scène des étudiants. Alors, cette question de ceux qui avaient le droit de vote, elle était très agitée à l'époque, parce qu'à l'époque, le suffrage n'était pas universel, le suffrage était censitaire. C'est-à-dire que seuls avaient le droit de voter pour l'Assemblée des députés les citoyens qui payaient une certaine somme d'impôts, au-delà d'une certaine somme d'impôts, donc les plus riches. Et sous la Restauration, il y avait même eu une loi qui s'appelait la loi du double vote, qui était la loi par laquelle non seulement il y avait le suffrage censitaire, mais en plus, 2/5 des députés étaient élus par uniquement le quart des citoyens qui avaient le droit de vote, les plus riches. Donc ils votaient 2 fois. Les plus riches votaient 2 fois. Bon, donc ça, évidemment, ça faisait beaucoup débat, comme vous imaginez. C'est ce qui vous explique la prégnance dans Lorenzaccio de cette question de l'élection
à la fin de la pièce, de la question de savoir qui va désigner le successeur d'Alexandre de Médicis, des discussions entre ceux qui veulent participer à l'élection, ceux qui préfèrent pas se mouiller, ceux qui